institutionnelle et juridique. Et il est dit entre autres, je cite, que la mission d'observation électorale de l'Union recommande vivement à la nouvelle Assemblée nationale de procéder aux amendements du cadre juridique en matière électorale afin d'éliminer les imprécisions et les lacunes subsistant et en premier lieu dans le code électoral. Nous soulignons également le fait que la loi ne stipule pas expressis verbis la possibilité de contester les décisions de l'administration électorale, à l'exception de l'enregistrement des candidatures et de la proclamation des résultats provisoires, et donc nous disons qu'il serait opportun d'établir dans la loi organique un mécanisme précis sur le recours potentiel, parce que cette question de recours était quand même assez sensible. Nous disons également, pour ce qui est du mode de scrutin, que le nombre de sièges attribués par circonscription à l'uninominal présente des disparités importantes en termes de représentativité du corps électoral. Nous soulignons également le fait que nous souhaitons attirer l'attention du législateur sur le droit des candidats indépendants à se présenter aux élections législatives, nécessitant de légiférer pour combler l'absence de dispositions. Nous considérons ensuite qu'il est essentiel que le principe de la sécurité juridique soit respecté. Il convient en conséquence de réaliser une publication régulière des lois et décrets au journal officiel. Pour ce qui est des partis politiques, parce que nos recommandations ne s'adressent pas uniquement aux autorités législatives, mais aussi aux partis politiques. Nous recommandons aux partis politiques que la législation, comme la législation proscrit le mandat impératif, les députés n'étant pas contraints de se conformer aux directives de leurs électeurs et représentant la nation tout entière, il faut engager les partis à prévoir une disposition dans le nouveau règlement antérieur de l'Assemblée nationale et dans le code de bonne conduite des partis politiques, engageant les partis à refuser l'inclusion d'un député élu sur la liste d'un autre parti. Parce qu'il y a, comme on appelle ici, le nomadisme des élus. Ensuite, nous considérons que la défiance et les accusations réciproques de fraude ont dominé les relations politiques pendant les élections législatives et sur cette base-là, nous recommandons aux partis d'allouer les ressources nécessaires à la formation de leurs délégués présents au sein des bureaux de vote. Pour ce qui est du financement des partis politiques, notre recommandation, c'est d'adopter une loi portant sur le financement public des partis politiques hors campagne électorale, permettant de déterminer ce montant sur la base du nombre de sièges obtenus dans l'Assemblée. Ensuite, nous considérons que le législateur devrait introduire une obligation faite aux partis politiques et aux candidats de communiquer les montants des dons perçus. Une partie très importante de nos recommandations concerne l'administration électorale. Et ici, nous avons plusieurs recommandations qui concernent la CENI. Permettez-moi de le lire in extenso parce que c'est très très important. La structure même de la CENI devrait à terme s'orienter vers une organisation purement administrative et technique. C'est notre point de vue principal. Cependant, le manque de confiance prévalant aujourd'hui à l'égard de l'administration ne permet pas d'envisager ce transfert de compétences dans l'immédiat. C'est pour cela qu'une première tranche de restructuration mixte permettrait, premièrement, d'intégrer une équipe administrative se réunissant autour d'une commission technique dédiée à la mise en œuvre des opérations électorales et deuxièmement, de repenser la composition politique de l'actuelle CENI autour d'une commission décisionnelle assurant une mission de réglementation, de veille et de communication. Nous avons également dit dans notre rapport qu'une réflexion devrait être engagée autour du nombre de commissaires représentant les différentes forces politiques guinéennes au sein de cette commission décisionnelle. Leur volume pourrait être réduit drastiquement autour de 10 membres, permettant ainsi de faciliter la tenue des sessions plénières et de fluidifier la communication interne. Nous avons également des recommandations pour ce qui est des outils de communication et d'information de la CENI.
Pour ce qui est également de la sensibilisation au vote, qui devrait faire l'objet d'un renforcement de compétences au sein de l'administration électorale. Nous considérons également qu'une réforme structurelle de la gestion budgétaire devrait être envisagée, visant une meilleure maîtrise des dépenses publiques et des prévisions budgétaires pour ce qui est du processus électoral. Nous avons également 4 recommandations sur l'inscription sur les listes électorales et la cartographie des bureaux de vote. En particulier, nous considérons que le calendrier électoral devrait permettre à l'ensemble de l'administration électorale déconcentrée de conduire concomitamment ses missions sur tout le territoire national. Parce que vous vous souvenez, l'un des problèmes, c'était qu'il y avait des endroits où ça avançait et des endroits où ça restait en panne pour des semaines et des semaines. Pour ce qui est de l'inscription sur les listes électorales, nous croyons qu'il devrait s'orienter vers des listes permanentes et disposer d'une période suffisamment étendue pour avoir toutes les étapes, un affichage provisoire des listes réalisées de la manière dissociée en début d'année civile, qui permettrait d'intégrer les demandes de correction, de radiation, de dédoublonnage, de relocalisation et l'inscription des jeunes atteignant 18 ans dans l'année du scrutin. Nous avons également une recommandation sur les cartes d'électeurs, sur les opérations de vote et de dépouillement, sur la centralisation des résultats, et notamment, nous considérons que la CENI doit, pour ce qui est de la centralisation des résultats, s'engager dans une rationalisation des opérations de centralisation, au travers notamment un système de transmission dématérialisé des résultats et de saisie des données en ligne. Pour les médias, nous avons également quelques remarques. Comme vous le savez, nous avons apprécié la qualité très bonne du travail fait par les médias, mais nous considérons tout de même qu'un renforcement des capacités de formation des journalistes guinéens est à envisager par des formations qualifiantes qui viserait une professionnalisation du métier de journaliste. Pour ce qui est de la société civile, notre rapport dit que la société civile devrait reprendre pleinement son indépendance des institutions et de l'État, parce qu'on a constaté que parfois cette indépendance est très limitée, sinon complètement absente. Nous considérons également que l'observation nationale qui est développée en Guinée nécessite une montée en compétences, notamment pour ce qui est de la centralisation et le traitement de l'information des observateurs. Une recommandation très importante à mes yeux concerne les droits de l'homme. C'est la recommandation 29 qui dit que l'État devrait s'engager pleinement à mettre fin à l'impunité prévalant dans le traitement et le suivi de la majorité des cas de violation des droits de l'homme. Nous avons également un constat sur la participation des femmes, parce que nous avons bien sûr constaté que la représentation des femmes est très déséquilibrée. Et enfin, nous terminons notre série avec des recommandations qui concernent le contentieux post-électoral, et je laisserai tout de suite la parole à mon adjoint qui va insister sur cette partie-là. Avant de lui passer la parole, je voudrais rappeler le fait qu'en 2010, notre mission d'observation électorale avait fait des recommandations à la fin de son travail sur place. Certaines de ces recommandations ont été reprises par les forces politiques et notamment sur la base des accords de 3 juillet. Maintenant, nous venons avec une série de recommandations qui sont publiées dans un contexte politique qui est différent, notamment parce qu'il y a déjà une Assemblée nationale qui s'est réunie et qui aura du pain sur la planche, comme on dit, et qui devrait, nous considérons, engager un débat. Ce n'est pas à nous de faire ce travail, ce n'est pas à nous d'ordonner une fois une autre, mais en même temps, nous mettons à la disposition de ces forces politiques représentées à l'Assemblée, comme du public guinéen, des pistes de réflexion, des possibles voies d'action pour ce qui est de l'amélioration de cette réglementation électorale. Donc, je sais que beaucoup de monde pense plutôt aux prochaines élections, aux élections qui se sont déjà réalisées, mais pour nous, il est important d'avoir un vrai débat
sur les conclusions que ces missions d'observation électorale de l'Union européenne, je le répète en toute indépendance, a élaboré. Donc c'est aux Guinéens de faire le débat et de prendre les décisions nécessaires. Vous avez, comme je l'ai dit dans ce rapport, une expertise qui est de grande valeur, qui est appréciée partout dans le monde, et ça vaut la peine d'engager ce débat. Voilà, donc merci de votre attention. Je vais inviter M. Tommaso Capriolo, qui était l'adjoint de la mission et qui a travaillé, vous savez, durement ici, et d'insister sur la partie contentieuse électorale. Je lui passe la parole avec M.